Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur la 27e journée de Ligue 1, le match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. La victoire de Strasbourg, 4-2 face à l'Olympique Lyonnais. Une victoire qui permet aux Strasbourgeois de se replacer au classement, de passer devant l'OL et de s'incruster dans la course à la Ligue des Champions pleinement. Donc on va revenir sur cette rencontre parce que c'est une rencontre qui s'est passée en 2 temps. Et on va voir ça tout de suite avec les statistiques de la rencontre. Ici, vous voyez le résultat. Lyon qui s'impose aux XG 1,99 à 1,09. Donc beaucoup de réussite quand même, hein, évidemment, côté strasbourgeois. Une finition de qualité, on se rappelle du tir de Bakwa, notamment, qui offre le 2-0 aux Strasbourgeois. Mais surtout, un match qui s'est déroulé en 2 temps. Heureusement, c'est séparé par les demi-temps. Une première mi-temps, comme vous le voyez, largement à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, 0,76 XG à 0,17. Et une deuxième mi-temps plus équilibrée, où Strasbourg se crée 0,92 XG. Et Lyon termine avec 1,22, mais bien aidé aussi par le penalty, inscrit en toute fin de match par Mikotadze. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe du côté strasbourgeois de 0,17 XG, 2 tirs et aucun cadré, à 0,92 XG, 7 tirs, 3 grosses occasions et les 3 grosses occasions marquées. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser à comment l'OL a empêché Strasbourg de s'exprimer en première mi-temps et comment Strasbourg s'est ajusté et a réagi en deuxième mi-temps. Pour dire les choses simplement, on va se focaliser sur 2 aspects. Les sorties de balle strasbourgeoises d'un côté, le pressing lyonnais de l'autre, et les ajustements qui ont été faits d'un côté et de l'autre entre la première et la deuxième mi-temps, et surtout les ajustements clés de Strasbourg qui leur ont permis de trouver des solutions au fil de la rencontre. Donc évidemment, on va voir tout ça en palette, mais avant, dernier retour sur la page de FautMob, et on va commencer par la compo strasbourgeoise avec... Alors que FautMob nous présente un 4-2-3-1 ici, en réalité Strasbourg oscillait entre 2 systèmes de jeu. Le 5-4-1 avec Morera, Barco, Doucouré, Sarr et Doué en phase défensive. Avec une ligne de 4 devant avec Nanassi, Le Maréchal, André Santos et Bakwa et Mega devant. Et lorsque Strasbourg avait le ballon, on avait une base de 3 avec Doucouré, Sarr et Guéladoué. Barco rentrait dans le milieu de terrain aux côtés d'André Santos. Morera prenait le couloir gauche. Nanassi rentrait à l'intérieur. Et à droite, c'était Bakwa qui prenait le couloir droit. Tandis que le Maréchal occupait le demi-espace droit, on va dire, avec Emega qui était en pointe. Il faut l'avoir bien en tête pour comprendre ce que a voulu faire l'Olympique Lyonnais au niveau du pressing. Et ça, on va le voir tout de suite parce que là, on vous présente aussi un 4-2-3-1 côté lyonnais avec Mikotadze en pointe. Et en réalité, lorsque l'OL n'avait pas le ballon, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Et on va voir ça tout de suite en image. Et nous voilà donc à la première image qui nous intéresse dans ce match pour voir le pressing de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez, non pas un 4-2-3, mais vous voyez un 4-2-4 au niveau du pressing côté lyonnais. Et en réalité, ce qui se passait, c'est qu'on s'appuyait sur ce carré là à l'intérieur pour répondre au carré strasbourgeois. Je vous ai dit que Strasbourg en possession, vous aviez Doué, Doucouré et Sarr qui formaient une première ligne. Et ensuite, un cran plus haut, vous aviez Santos et Barco. Et un cran plus haut, vous aviez Nanassi et le Maréchal. L'idée côté lyonnais, c'était de calquer Tolisso sur Santos, Cherki sur Barco, Verretou sur Nanassi et Tessman sur le Maréchal. Et ensuite, sur ce côté-là, si vous aviez des prises d'initiative, par exemple de Guéladoué avec le ballon, c'était Mikotadze qui devait s'y opposer. Et à l'opposé, s'il y avait une prise d'initiative d'un des défenseurs centraux, soit Sarr, soit Doucouré, c'était à Nouama de s'y opposer. Et ensuite, si la balle part côté, vous avez le latéral lyonnais qui sort ici, et le reste du bloc qui coulisse. Et donc ce 4-2-4, finalement, voulait s'opposer au 3-2-2-3 du Racing Club de Strasbourg. Et là, on va le voir sur cette première séquence. Mikotadze, si ça part là, Tessman sur le Maréchal. Ici, vous aviez Abner prêt à sortir sur Bakwa. Derrière, ils sont 2 à gérer Emega. Et dans le cœur du jeu, vous avez un 4 contre 4. Là, vous voyez, Mikotadze sort. Bakwa va sortir, va décrocher et Abner va le suivre. Et là, vous voyez, on referme. Tolisso, il coulisse ici, il ferme la ligne de passe vers André Santos. Vous avez même Cherki qui est en surveillance. Et là, vous avez Tessman qui a coulissé sur le Maréchal. Et là, Mikotadze vient pour essayer de fermer la passe en retrait vers Guéladoué. Il n'y arrive pas vraiment. Là, vous avez Tolisso qui peut avancer. On s'arrête. Et à nouveau, on prend les infos. À l'opposé, vous avez Nouama sur Sarr. Et là, dans le cœur du jeu, toujours, ces 2 Lyonnais sur les 2 Strasbourgeois. Voilà, Tolisso est là pour fermer sur André Santos. Cherki est là pour fermer sur Barco. Il n'y a aucun joueur ici à l'intérieur qui est accessible. Barco a décroché, Cherki sort au pressing. Pousse sur Petrovic. Ça part côté. Et à nouveau, on enferme. Nouama enferme Sarr. Et ici, vous avez Verretou sur Nanassi. Derrière, Diego Morera, il est pris. Et à l'intérieur, c'est difficile de trouver une solution pour rejouer avec Barco ou rejouer avec André Santos. Et finalement, ça sort en touche.
pressing réussi de l'Olympique Lyonnais. Remise en jeu, on repart depuis Petrovic. Et là, vous voyez bien hein, le 4 contre 4 dans le cœur du jeu, ici. Le maréchal Tessman, Verretou Nanasi, Cherki qui couvre Barco et Tolisso, André Santos. Et là, s'il y a une passe vers Doué, c'est Mikotadze qui sort. Vous voyez, là, c'est fermé. Barco qui va essayer de se démarquer. Finalement, on trouve pas. Passe latérale, Mikotadze sort. Et là, à nouveau, on peut fermer ici. Abner, il est prêt. Tessman, il est prêt. Et c'est récupéré. 24e minute. Du côté de Strasbourg, on cherche des solutions pour se défaire de cette organisation lyonnaise. Et une des possibles solutions ici, c'est d'ajouter Petrovic à la circulation de balles de manière à s'offrir un joueur supplémentaire et de pouvoir mieux utiliser la largeur. Et là, vous allez voir que Sarr va s'excentrer. Là, Cherki sort sur Petrovic. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière Cherki, ça libère un joueur comme Barco. Parce que jusqu'ici, Cherki empêchait de toucher Barco. Et si ça coulissait, c'est Cherki qui récupérait, qui suivait Barco. Comme Tolisso le faisait avec André Santos. Là, la balle par côté. Et vous voyez là, à partir du moment où Cherki est sorti et que Verretou est embarqué par Nanasi, puisque c'est son taf de fermer ici côté et d'accompagner son piston dans la fermeture du couloir ici. Là derrière, il y a Barco qui est disponible, puisque Cherki est sorti, et du coup c'est Tolisso qui, vous voyez, qui fait l'effort. Et là, Diego Moreira, il pourrait jouer peut-être rapidement avec Barco. Finalement, il va être repris par Tolisso qui est venu fermer, finalement accroché. C'est une faute, mais voilà une première piste pour Strasbourg, pour sortir le ballon, en étirant un petit peu plus sa première ligne défensive. On repart. Vous voyez Doué qui va s'écarter un peu plus, comme l'a fait Sarr tout à l'heure. On va essayer d'aller exploiter cet espace-là, en fait. Passer dans le dos de Mikotadze d'un côté ou de Nuama de l'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir en deuxième mi-temps. Barco reçoit la balle. Pour l'instant, il a décroché. Il n'y a pas de danger. Il a quitté la zone où il serait dangereux en tant que relais. Ça part côté ici vers Diego Moreira. On revient sur Petrovic. Et là, on part de Petrovic. Et là, vous voyez à nouveau les marquages des Lyonnais. Tolisso qui ferme l'accès vers Santos. Mikotadze qui est prêt à sortir sur Doué. Tessman qui est avec le maréchal ici. Mikotadze sort. La passe de Doué. Et là, il faut réussir à fermer. Et là, sur cette action, André Santos va réussir à fausser compagnie à Tolisso. Et là, en revanche, il y a tout de suite, évidemment, gros danger. Parce que quand André Santos est touché, il pourrait renverser. Mais ce qu'adore faire André Santos depuis qu'il est à Strasbourg, c'est quand il est touché dans cette zone-là, on l'a vu notamment du côté de Marseille, c'est lancer Méga dans la profondeur. Et là, il tente de la donner, mais elle est un petit peu molle. Et c'est récupéré par Clinton Mata. Voilà une situation où Strasbourg a réussi à sortir le ballon. Malgré le pressing lyonnais, on a André Santos qui a faussé compagnie à Tolisso sur cette séquence, avec Bakwa qui a réussi à retrouver une solution à l'intérieur. Là, il y avait danger. Mais en deuxième mi-temps, en réalité, ce que va faire Strasbourg, c'est qu'ils vont changer un petit peu leur manière de sortir le ballon. Ils vont changer quelques positionnements. Et ce sont ces situations-là qu'on va voir maintenant. On est aux alentours de la 50e minute. Strasbourg ressort la balle. Et là, ce qui va nous intéresser sont les positionnements ici, qui ont changé. Vous avez vu en première mi-temps, vous aviez un carré avec Barco, avec André Santos, Nanasi par là et le maréchal par ici. Et là, cette fois-ci, ça ressemble plus à un losange avec le maréchal plus bas, André Santos en 6, Barco un peu plus excentré et plus forcément collé et plus forcément à l'intérieur du bloc lyonnais si on doit dessiner le 4-2-4. Un peu plus excentré ici pour occuper notamment cette zone et avec un Diego Moreira plus haut qui va lui aller servir à fixer le latéral droit lyonnais et libérer un petit peu plus cet espace-là. Donc voilà la solution qu'on a choisie. Finalement, on a transformé le carré en losange. Et là, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite sur le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Parce que ça avait été une réponse aussi des Parisiens au pressing de Liverpool au fil de la rencontre. On avait construit un losange de manière à exploiter un peu plus ces espaces sur les côtés et répondre aux prises en charge individuelles, on va dire, de l'adversaire. Donc là, voilà comment on ressort la balle en deuxième mi-temps. Et là, vous voyez que côté lyonnais, il n'y a pas d'adaptation. Cherki reste dans l'axe, ici, avec Tolisso. Côté lyonnais, on presse exactement de la même façon. Et là, par exemple, Tessman, il est aspiré, lui, par le décrochage de le maréchal. Il continue de le suivre. La balle part vers Petrovic. Et là, vous voyez Barco, il s'excentre. Il part vers le côté. Et il est servi, finalement, hors du bloc, certes. Mais derrière, ensuite, il y a sa qualité de passe qui peut permettre de créer des solutions, d'ouvrir des espaces. Et surtout, il attire à lui Nuama. Et s'il récupère, et si c'est Nuama qui sort sur lui, ça veut dire que derrière lui, Doucouré, c'est pas lui qui prend le pressing de Nuama. Il arrive à s'en sortir un petit peu tout seul. Et là, en fait, il va renverser tout simplement vers Sarr. C'est pas parfait. Et dans le cœur du jeu, on se retrouve avec Tessman, avec le maréchal. Un Doué beaucoup plus au large aussi,
à l'opposé. Et André Santos qui opère finalement comme un 6. Et là, Barco va à nouveau changer de position. Il va rentrer un peu plus à l'intérieur pour essayer de repasser dans le dos de Nuama et d'exploiter l'espace. Parce que quand on a coulissé du côté de Strasbourg, ici, Verretou a été embarqué par Nanasi, bah ça libère cet espace à l'intérieur dans lequel essaie de se rendre Barco. Et d'ailleurs, sur ce point précis, il faut aussi évoquer le rôle en pointe de ce système de Nanasi, puisque sur les séquences précédentes et en première mi-temps, entre Verretou et Tessmann, il n'y avait pas d'adversaire du côté du Racing Club de Strasbourg, et l'ajout de Nanasi en deuxième mi-temps, dans ce rôle-là, en pointe du losange, va poser des problèmes à Tessmann et à Verretou au moment de coulisser vers le Maréchal ou vers Barco. Ils vont avoir ce joueur, ce danger dans le dos qui va pouvoir être trouvé, et ça c'est quelque chose aussi qui va leur poser des soucis sur les séquences à venir. Point de départ, on a Barco qui est à l'intérieur, qui rejoue vers Doucouré en retrait, retour vers Mamadou Sarr, pressing de Tolisso. Si pressing de Tolisso, ça veut dire que ça libère André Santos à l'intérieur. Et surtout, on a une ouverture ici vers Nanasi, une ligne de passe qui s'ouvre depuis Guéladoué. Alors la passe va pas être folle, mais elle arrive. Et derrière, Strasbourg peut progresser. Et en fait, pour comprendre l'action, faut se focaliser ici sur Barco, Verretou et Nanasi. Avec la passe en retrait là, vers Doucouré. Barco, il attaque l'espace, il embarque avec lui Verretou. Et Verretou qui se retrouve un petit peu embêté parce que là, il se retrouve avec Barco et Nanasi à suivre aussi normalement, puisque c'était son taf, Nanasi en première mi-temps. Sauf que Nanasi en première mi-temps, il était toujours dans cette zone-là, et en deuxième, il vient s'aventurer entre lui et Tessmann, ce qui change un petit peu ses habitudes. Et là, ça explique peut-être pourquoi il arrive un petit peu en retard d'ailleurs. Ensuite, alors le point de départ, on est à la 60e minute, Strasbourg vient d'ouvrir le score, sur corner grâce à André Santos, et là, Strasbourg va ressortir la balle, et on va bien voir cette utilisation de la largeur qu'on a vu un petit peu sur les dernières séquences. Vous avez Barco en bas à gauche, et là on va renverser. On arrive sur Mamadou Sarr, et là on est dans une situation où Tessmann est sorti sur le Maréchal, mais là il n'y a personne qui est allé chercher Guéladoué. Vous avez Mikotadze qui est sorti sur Mamadou Sarr, mais la largeur supplémentaire portée par Guéladoué, ici, personne ne la compense côté lyonnais. C'est-à-dire il n'y a pas Abner par exemple qui ose aller chercher plus haut. Ce qui fait que là, Tessmann, il va se retrouver entre deux. Voilà, Guéladoué est servi. Tessmann, il doit gérer soit Doué qui va fixer, soit le Maréchal qui est tout seul à l'intérieur. Et vous voyez, il fait le choix de se réorienter vers le Maréchal. Du coup, Guéladoué, intelligemment, il en profite. Et il va aller remonter le ballon jusqu'à Dylan Bakwa. Et là, la suite de l'action, je pense que vous l'avez vu et vous la reconnaissez. C'est Bakwa qui va prendre la balle, qui va être face à Tessmann, qui va éliminer Tessmann, qui a éliminé Tolisso, qui se retrouve face à Verretou, qui frappe et qui marque. Ça fait 2-0 pour Strasbourg sur cette séquence. Et à nouveau, une sortie de balle réussie grâce à une meilleure utilisation de la largeur. On est sorti des zones où Mikotadze d'un côté et Nuama de l'autre sortaient sur les défenseurs excentrés de Strasbourg. Et on a vraiment utilisé toute la largeur pour trouver des solutions pour pouvoir remonter le ballon et se retrouver dans cette position où on peut mettre Bakwa en position d'aller percuter. On avance encore un petit peu, 70e minute. Récupération de Petrovic. Évidemment au fil du match sur Doucouré. Alors évidemment 70e minute, c'est plus dur de redoubler les efforts côté lyonnais. Mais on arrive donc dans les pieds de Doucouré. Et là on va regarder notre petit Valentine Barco là, qui s'excentre, qui va aller dans cette fameuse zone côté où on a vu Guéladoué tout à l'heure. Et là cette fois-ci c'est lui qu'on va voir. Et là ce qui est très intéressant ici, quand on fait l'arrêt sur image, alors forcément, en première mi-temps, Barco, il était difficilement touchable, parce qu'il restait dans cette zone aux côtés d'André Santos, on va dire, dans le dos ou dans l'ombre de Tolisso et de Cherki, le premier rideau lyonnais. Et là, en s'excentrant, il va trouver un peu d'espace. Alors en plus là, parce que sur cette séquence, Nuama était plus bas que là où il doit être normalement. Et en fait, Barco, là, depuis cette zone, regardez, il lève la tête, et là, regardez, il y a Nuama là qui demande la balle, qui fait signe, qui est prêt à partir en profondeur. Cette fois-ci, il la donne pas. Mais c'est un petit foreshadowing. Parce que là, il va passer vers... il va jouer vers Diego Moreira, qui essaye de passer, mais ça met fin à l'action. Mais petit foreshadowing, parce que quelques secondes plus tard, regardez notre petit Barco, il est là. Les Lyonnais reprennent leur position initiale. Vous voyez, vous avez le
4-2-4, vous avez Noama par rapport à Doucouré. À l'opposé, on est prêt à sortir. À l'intérieur, vous avez le 2 contre 2 qui est censé fermer l'axe. Alors là, André Santos, il n'y a personne dans cette zone parce que André Santos est décroché pour jouer le coup franc. Alors vous avez le Maréchal qui décroche. Alors Tolisso, parce qu'il y a eu des changements côté lyonnais, Tolisso avance. Et là, regardez Barco, il s'excentre. Évidemment, Diego Moreira ne décroche pas parce que Barco va dans cette zone-là. Donc il ne s'agit pas de décrocher pour faire sortir un joueur et amener un joueur dans l'espace libéré. Donc Diego Moreira, il va rester haut pour fixer le latéral lyonnais. La balle donc dans les pieds de Doucouré. Petit arrêt sur image intéressant ici, c'est le coup d'œil de Barco, à mon avis, vers Emega. Il reçoit la balle, zone libre. Évidemment, Tessman n'est pas allé le chercher parce que Tessman, lui, ce qu'il regarde d'abord, c'est le danger, c'est cette passe à l'intérieur ici. Donc là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le positionnement de Nanasi entre les deux joueurs, les deux milieux axiaux lyonnais. Là, c'est le remplaçant de Nanasi, j'ai perdu son nom, excusez-moi. Ce joueur-là, forcément, perturbe quand il s'agit d'aller fermer d'un côté sur Barco ou de l'autre côté sur le Maréchal. Ce joueur à l'intérieur, il nous pose des problèmes. Donc là encore, on a le lyonnais qui se retrouve entre deux. Vous voyez, il s'arrête à cause de ça. Du coup, Barco, deuxième coup d'œil avant de recevoir. Il lève la tête. Mata est un peu court. Il résiste à Niakate. Et ça fait 3-1. Cette action-là découle directement, finalement, des changements opérés, des petites adaptations, des petits ajustements. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous prenez la caméra sur le plan axial, si vous regardez bien l'action, c'est la même action, hein. Et là, vous voyez à nouveau Barco avec Tessman. Là, voilà, Barco, il va s'échapper. Hop. Tessman hésite à y aller. Vous voyez, Tessman, il partait pour accompagner Barco. Finalement, il hésite parce que là, il y a ce joueur-là, Amo Meyo, comme vous disiez, qui décroche. Donc Tessman, il s'arrête. Voilà. Barco, il est dispo. Il fait les petits scans vers Noama devant. Il est servi. Emega fait l'appel. Et là, quand il y a le but qui est marqué, petit indice sans doute sur le fait que ça a été signalé, ça a été repéré au moins à la mi-temps, si c'est pas en début de match, c'est la manière dont le banc va fêter avec Barco la passe décisive. Voilà. La logique, côté lyonnais, aurait peut-être voulu de faire reculer Tolisso et d'avoir une ligne de 3 capable de coulisser et de contrôler à la fois l'axe et les déplacements de Barco d'un côté et de Le Maréchal de l'autre, tout en gardant une ligne de 3 devant peut-être plus étirée, en effet, de manière à aller contrôler Doué d'un côté, à aller contrôler ou à aller contrôler Barco de l'autre quand il était décroché, ou Doucouré. Mais là, du coup, tu aurais basculé de ton 4-2-4 sans doute à un 4-3-3 plus classique, plus liverpoolien dans l'esprit, avec les milieux qui coulissent et des attaquants qui essayent de sortir sur les centraux depuis les côtés. C'est peut-être ça la solution qui aurait pu éviter à Lyon d'encaisser notamment ce troisième but qui finalement met fin à la partie. Donc avec ce succès, le Racing Club de Strasbourg se replace vraiment dans la course à la Ligue des Champions. Personnellement, j'y aurais pas cru en début de saison vu la jeunesse de l'effectif. J'étais enthousiaste sur les premiers matchs de Strasbourg, mais lorsque l'automne est venu et que Strasbourg a enchaîné une série de mauvais résultats, je me suis dit que c'était assez normal, vu la jeunesse de l'effectif, malgré les ambitions, que l'équipe finisse par rentrer dans le rang et se retrouve en milieu de tableau où me semblait être sa place pendant une bonne partie de la saison. Pour le coup, la dynamique est revenue, l'équipe a beaucoup progressé sur le plan défensif, c'est moins foufou qu'en début de saison, ça fait moins d'erreurs, un marquage individuel moins tout-terrain que lors des tout premiers matchs, ce qui fait que Strasbourg alterne avec des séquences de temps très forts sans ballon, mais aussi de temps faibles où on défend en bloc, ce qu'ils ont fait contre Lyon avec un 5-4-1 finalement qui peut défendre très bas autour de ses cages. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas de leur part en début de saison. En revanche, avec ballon, ils ont gardé les mêmes ambitions et on a senti qu'ils ont progressé tout au long de la saison. D'où ce week-end, la performance très aboutie face à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il faut garder à l'esprit que cette 5e place au classement à 3 points de l'Olympique de Marseille, 3e, est aussi due à une certaine réussite de la part des Strasbourgeois. Quand on regarde les expected goals, comme vous le voyez, donc ils sont 5e, mais si on prend les XG, c'est une équipe qui se retrouve à la 10e place ici, avec 6 buts marqués de plus par rapport à leurs expected goals, et surtout quasiment 11 buts encaissés de moins par rapport à leurs expected goals. C'est là-dessus
que Strasbourg fait vraiment la différence. Quand on ajoute les deux, ça veut dire qu'on a 16 buts de différentiel en faveur de Strasbourg entre les expected goals et la réalité. Évidemment, il n'y a aucune autre équipe du championnat qui fait aussi bien. Ça se voit tout autour. Auxerre est en surperf. Marseille était en surperf, mais ça s'est vraiment calmé et c'est en train de se rééquilibrer. Donc personne ne surperforme autant que Strasbourg, mais ça ne veut pas dire pour autant que Strasbourg ne sera pas compétitif jusqu'au bout de la saison et n'est pas un nouveau concurrent réel à la Ligue des Champions, avec Monaco, avec Nice, avec Marseille, avec Lyon et avec le LOSC. En tout cas, une chose est sûre, le travail du technicien anglais mérite d'être salué et peut-être qu'à défaut de récompense collective, il ferait un très bon entraîneur récompensé individuellement en fin de saison. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas de trophée d'entraîneur révélation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!